Merci beaucoup Bernard. Je suis très sensible évidemment à ta présence et aux mots très affectueux que tu as prononcés. Merci beaucoup aussi à Didier qui nous accueille dans cet magnifique endroit et dans cette magnifique maison, bien sûr, comme vous l'avez rappelé les uns et les autres, l'un et l'autre, que je connais depuis le début, même avant que le Centre Pompidou n'existât, puisque je peux rappeler, n'est-ce pas, que j'étais dans les années, je ne sais plus lesquelles, chargé d'une mission ici, avant que le centre soit construit, et au tout début, avec un personnage qui a été un des initiateurs du Centre Pompidou, à la demande du président Pompidou, qui était Sébastien Lost. Et voilà, et donc je me suis occupé d'un certain nombre de programmes ici, avant que le Centre Pompidou n'existât. Voilà, et d'autre part, donc effectivement, je trouve que c'est une très bonne occasion de se retrouver ici, à l'occasion de la publication de ce catalogue raisonné d'Aurélie Nemours que nous venons de faire paraître aux éditions Skira à Milan, parce que effectivement, donc, je me suis beaucoup occupé d'Aurélie Nemours, ça tout le monde le sait, je vais peut-être le rappeler rapidement, mais notamment effectivement de ce que devait devenir, à sa demande d'ailleurs, ce que devait devenir l'œuvre d'Aurélie Nemours et tout ce qui la concerne, et notamment effectivement ses archives, sa documentation, sa bibliothèque, etc. Et après que nous avons terminé justement tout ce travail de recherche qui a permis la publication de ce catalogue, toutes ces œuvres, toute cette documentation, si vous voulez, donc quelques exemples, quelques choses sont présentées sur la table ici, que vous pourrez voir tout à l'heure si ça vous intéresse. Eh bien, toutes ces œuvres, je me suis occupé, si vous voulez, d'en faire quelque chose, et notamment donc, de les faire arriver ici, en tant que président de l'association Aurélie Nemours, les faire arriver au Musée national d'art moderne et donc, bien sûr, à la bibliothèque Kandinsky. C'est-à-dire que toutes les archives d'Aurélie Nemours sont ici, de la même manière que toute sa bibliothèque, si vous voulez, est conservée également ici, grâce, donc effectivement, à la proposition que j'ai faite, bien sûr, mais surtout au fait que le Centre Pompidou et le Musée national d'art moderne ont accepté, si vous voulez, cette donation. Donc, comme l'a rappelé très bien Didier Schulman, c'est une espèce de boucle qui se ferme, donc qui se ferme ce soir, dans la mesure où, après que cette documentation nous en soyons servis, eh bien, on vient présenter ici le résultat, qui est ce catalogue raisonné, publié en 2 tomes, plus de 730 pages, plus de 1300 notices, le texte en français et en anglais, en 2 tomes, sous emboîtage, plus de 5 kilos. Donc effectivement, et comme l'a aussi très bien rappelé Didier Schulman, les catalogues raisonnés sont évidemment des outils absolument essentiels, fondamentaux, si vous voulez, pour la connaissance des artistes. Alors c'est bien ça dont avait parfaitement conscience Aurélie Nemours. Donc, Didier Schulman a rappelé, Bernard Bessène, ma longue fréquentation avec Aurélie Nemours que j'ai connue à la fin des années 60 ou peut-être en 1970, je ne me rappelle plus très bien, et avec qui j'ai naturellement beaucoup parlé. Et à la fin de sa vie, si vous voulez, Aurélie Nemours avait parfaitement conscience de ce qu'il fallait en quelque sorte faire, entreprendre, réaliser, pour que son œuvre, très importante bien sûr, ne disparaisse pas. Ça c'est évident, les tableaux sont là, les œuvres sont là, mais pour que sa mémoire, pour que sa personnalité, pour que son action également puisse perdurer. Et donc elle savait, justement, alors que elle n'était pas historienne d'art, elle était artiste, naturellement. Elle savait que le catalogue raisonné, c'est une chose qui est évidemment très très importante pour assurer la connaissance et la pérennité de l'œuvre. Et donc, elle m'avait chargé entreprendre, si vous voulez, la réalisation de ce catalogue raisonné pour que justement toute son œuvre soit répertoriée et qu'ensuite elle soit effectivement donc mise à la disposition du public, des chercheurs, etc. C'est dans ce cadre-là, si vous voulez, que
nous avons constitué à la fin des années 2000, 1900, pardon, excusez-moi, à la fin des années 1900, donc en 1998-99, nous avons constitué une association qu'elle a dotée tout de suite de moyens pour justement qu'on entreprenne, si vous voulez, la réalisation de ce catalogue. Ensuite, donc, cette association a été adossée, comme on a voulu le faire, à l'Institut de France pour que les moyens justement qu'elle avait mis à la disposition de l'association puissent être gérés en quelque sorte et là aussi assurés d'une certaine pérennité. Et l'ensemble, si vous voulez, fait que nous avons lancé en quelque sorte la recherche pour constituer ce catalogue et que Aurélie Nemours a voulu que ce soit une personne qu'elle avait rencontrée entre-temps, qui s'appelle Evelyne de Montaudoin, qui soit chargée, si vous voulez, de ce catalogue sous ma direction, puisque l'idée était effectivement que Evelyne de Montaudoin puisse passer sa thèse de doctorat à la Sorbonne avec ce travail. Donc ce que j'ai naturellement accepté, j'ai donc dirigé ce catalogue, je dirige cette thèse plutôt, qui a mis très très longtemps à aboutir. Et puis à partir de là, si vous voulez, dès que la thèse a été soutenue et que nous avons eu les moyens de pouvoir commencer, nous avons entrepris le travail, si vous voulez, pour publier ce catalogue. Voilà. Alors, donc, si vous voulez, ce travail, il est là pour justement. Alors, je vous montre ici l'emboîtage, et vous pourrez bien sûr consulter le catalogue qui est sur la table quand j'aurai terminé mon petite présentation. Ce travail, si vous voulez, il est là pour justement montrer quel a été ce travail très très important du point de vue artistique, si vous voulez, d'Aurélie Nemours. Travail qui est quand même connu. Aurélie Nemours a toujours exposé. Elle a toujours eu des collectionneurs qui se sont intéressés justement à son œuvre au fur et à mesure. Elle a eu des articles qui n'ont cessé de paraître en fait tout au long de sa carrière. Et puis elle a eu également par exemple, un premier ouvrage qui a été publié, que j'ai publié, je ne me rappelle plus de la date, mais je l'ai apporté ici, en 1989, aux éditions Vaser à Zurich, un ouvrage en français, en anglais et en allemand, qui a été la première monographie sur son travail. Elle a eu également de très grandes expositions, si vous voulez, qui ont été organisées dans des musées, d'abord des musées étrangers, il faut le signaler, et en particulier notamment à l'époque dans un musée que Angela Ankeber connaît sûrement, puisque c'est le musée de Ludwigshafen, le Wilhelmspark Museum, qui a été à l'époque très très important pour toute cette tendance artistique, si vous voulez, qui était dénommée abstraction géométrique. Et donc, c'était un de mes amis qui dirigeait le musée à l'époque, qui est mort malheureusement depuis, Richard Gassen, et qui a fait un excellent travail avec un très beau catalogue qui a été publié donc à l'occasion de l'exposition d'Aurélie Nemours en 1995. J'ai le plaisir aussi à rappeler que j'étais bien sûr à l'inauguration et que c'est moi qui ai fait le discours en plus pour l'inauguration de cette exposition à Ludwigshafen. Et puis donc pour terminer, parce que je suis déjà trop long sur ces rappels historiques, il y a eu en 2004 la grande exposition rétrospective de Aurélie Nemours, ici même, au Centre Pompidou, organisé, si vous voulez, à la demande du président du Centre Pompidou de l'époque, qui était Bruno Racine, avec Alfred Pacman comme directeur du musée. Et cette exposition donc, a permis, enfin, bien sûr, parce que c'était la fin de la vie d'Aurélie Nemours, pas qu'il devait mourir moins de 2 ans après, elle a permis de consacrer, en quelque sorte, d'une façon officielle, si vous voulez, dans le plus grand musée d'art moderne du monde, avec le musée d'art moderne de New York, l'œuvre de ce grand artiste. Et donc, cette œuvre, eh bien, comme vous le savez, elle a pris plusieurs aspects à travers toute l'évolution de son travail, tantôt donc avec une recherche, si vous voulez, qui est fondée sur la couleur, comme le tableau que je viens de vous montrer, tantôt, et c'est vraiment une artiste du noir et blanc, très très importante, tantôt fondée sur le noir et blanc, comme vous le montre ici ce tableau de 1967, qui a pour titre Acrux.
Alors, donc l'idée, si vous voulez, c'est, à travers ce catalogue raisonné, effectivement, de montrer l'ensemble du travail que je vais vous rappeler très très rapidement, puis après je vous dirai comment nous avons procédé, et de bien voir justement quelle a été l'originalité d'Aurélie Nemours, si vous voulez, dans son époque, on peut préciser dans son siècle, puisqu'en fait sa création artistique, si vous voulez, elle couvre toute la deuxième moitié du XXe siècle. C'est quand même une très très longue période finalement. Et Bernard Blissen a rappelé à l'instant que j'ai offert ce catalogue il y a quelques semaines à Madame Morellet, à la veuve de François Morellet, n'est-ce pas? Et en réalité, si vous voulez, François Morellet et Aurélie Nemours n'ont rien de commun. Ils ont tout à partager, bien entendu, mais ils n'ont rien de commun. Et ils ont vraiment deux carrières tout à fait parallèles, qui se répondent, qui se renvoient en quelque sorte à un certain nombre de références ou de propositions, et avec, si vous voulez, deux approches, effectivement, donc totalement différentes l'une de l'autre. Autant Morellet, si vous voulez, était un artiste intéressé par bien sûr la géométrie, mais intéressé par le système, intéressé par la composition rigoureuse, par les règles du jeu, etc. Autant Aurélie Nemours, si vous voulez, était une artiste en fait beaucoup plus, non pas traditionnelle, mais plus tournée vers la spiritualité, plus tournée vers l'inspiration. Et à force de travail, eh bien, elle arrivait effectivement, donc avec des chemins tout à fait différents, à des propositions parfois qui étaient très 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 proches de celles de François Morellet. Mais c'est évidemment une toute autre travail, si vous voulez, de réflexion, qui fait que le tableau que vous avez par exemple sous les yeux, vous le voyez, est constitué d'un petit nombre d'éléments toujours répétés, avec une légère modulation. Et le fait qu'il y ait cette composition rigoureuse et en même temps avec ces toutes petites transformations de la forme à certains endroits fait que c'est très très proche de Morellet, et en même temps, bien sûr, ça n'a rien à voir dans la mesure où finalement ce que fait Aurélie Nemours, qui est bien sûr un travail fondé sur le rythme, fondé sur la scansion, fondé sur la composition ou l'absence de composition, aboutit à quelque chose de très sensible, si vous voulez, alors que Morellet, bien sûr, se voulait à l'opposé, en quelque sorte, de l'expression de la sensibilité dans l'art. Alors, quand on regarde justement un tableau comme celui-ci, donc de 1967, mais quand on regarde en fait dès le début le travail d'Aurélie Nemours, on se rend compte à quel point, si vous voulez, comme pour François Morellet, ce qu'a fait Aurélie Nemours est tout à fait différent de ce que l'on pouvait voir dans les galeries, dans les salons à Paris à la fin des années 40 et puis dans toute la décennie des années 50. Si vous voulez, cette décennie du point de vue de l'abstraction géométrique, qui est le domaine qui nous occupe ce soir, bien sûr en fonction d'Aurélie Nemours, cette abstraction géométrique, à ce moment-là, elle était dominée, si vous voulez, à Paris et même en Europe, en fait, par Herbin. Herbin était le chef de file, si vous voulez, de ce courant artistique. Herbin qui venait de tellement loin, Herbin qui d'ailleurs n'a jamais eu d'exposition rétrospective au Centre Pompidou, je le signale quand même, c'est un des plus grands artistes français, mais son œuvre est tout à fait inconnue ici, et même dans l'exposition sur le cubisme, il y a un seul tableau, et Herbin a été mis passé dans les pertes et profits. Mais Herbin, si vous voulez, c'est un artiste fondamental pour comprendre, par le cubisme bien sûr, comprendre le fauvisme à la française, comprendre le début de l'abstraction. Puis ensuite, donc, Herbin, c'est quelqu'un qui a joué un rôle considérable à partir des années 30, en fondant avec Vanton Guerlot l'association Abstraction-Création, ensuite en étant, après la guerre, l'un des fondateurs et l'animateur du Salon des réalités nouvelles, où tous les artistes européens et américains exposaient. Et Herbin donc a joué un rôle considérable. Il a joué un rôle considérable et à un certain moment d'ailleurs, il a pris Aurélie Nemours sous sa protection, sous son aile. D'ailleurs, exactement comme
quelqu'un dont on parle beaucoup en ce moment ici au Centre Pompidou, qui est Vasarely. Donc c'est un peu c'est la même origine, si vous voulez. Hein. Vasarely, il a écrit lui-même d'ailleurs, il doit tout à Herbin. Hein. Et si on ne comprend pas, si on ne connaît pas Herbin, si vous voulez, on ne peut pas comprendre l'évolution de Vasarely et le développement de son travail, et notamment en plus le développement de son travail dans sa deuxième partie, au moment de l'alphabet plastique. Alors, donc, quand on regarde un tableau de Herbin comme celui-ci, par rapport au tableau d'Aurélie Nemours que je viens de vous montrer, on voit effectivement qu'il n'y a aucun point de comparaison, n'est-ce pas? Aucun rapport en quelque sorte. Je vous montre également ici un tableau de Vasarely, je fais exprès naturellement de le choisir au musée de Grenoble, un tableau qui est d'ailleurs dans l'exposition Vasarely en ce moment ici au Centre Pompidou, un tableau de 1949, et on voit donc comment Vasarely, à ce moment-là, influencé par Herbin, utilise des formes géométriques d'une façon extrêmement sensible, poétique, en jouant des contrastes, en jouant des rapports, en créant une composition, etc. Et donc, tout ça, c'est effectivement donc, quelque chose, non pas de traditionnel, si vous voulez, mais de parfaitement dans l'esprit du temps. Que certains Vasarely n'est pas du tout révolutionnaire ni original, si vous voulez, à ce moment-là. Et puis, pour les plus jeunes, si vous voulez, qu'on pourrait effectivement comparer avec Aurélie Nemours. Aurélie Nemours qui est une jeune artiste dans la mesure où elle commence seulement, si vous voulez, vraiment à travailler, à exposer, à être originale à la fin des années 40. En réalité, elle est déjà âgée. Si vous voulez, c'est une vieille artiste au sens où on dit que Gauguin, c'est un vieil artiste aussi. Hein. Gauguin, vous savez, il a une vie avant la vie d'artiste. Hein. Et puis, donc, il a commencé à peindre de façon en plus comme un amateur, à passer 40 ans. Donc, pourquoi il n'est jamais trop tard pour commencer à bien travailler. Et Aurélie Nemours, si vous voulez, elle a passé, enfin, en fait, le premier quart de sa vie à faire des études, à aller à l'école du Louvre, à aller dans des ateliers pour faire son apprentissage d'artiste. Elle est allée dans l'atelier de Paul Colin, ensuite elle est allée pendant longtemps dans l'atelier d'André Lotte, l'atelier d'André Lotte qui a été une pépinière, si vous voulez, pour justement tout l'art abstrait des années de la deuxième moitié du XXe siècle. Elle est allée, pour terminer, dans l'atelier de Fernand Léger, quand Fernand Léger a rouvert son atelier après la Libération. Et donc, elle a eu le temps, si vous voulez, de peaufiner son style, de voir comment travailler. Et je vous montre ici une œuvre à peu près contemporaine, si vous voulez, des débuts d'Aurélie Nemours, une œuvre de Jean Devanne, très très connu à l'époque, n'est-ce pas, qui a joué aussi un très grand rôle. Et on voit bien que avec cette œuvre de Devanne, il n'y a aussi rien de commun, en quelque sorte, avec ce que fait Aurélie Nemours. Et puis donc, dans les autres courants abstraits, si vous voulez, qui se sont manifestés à Paris et en Europe après 1945, et avec au fur et à mesure que ça a culminé, si vous voulez, au début des années 50, on voit que ce que fait Aurélie Nemours, bien sûr, ne ressemble pas, par exemple, à ce qu'on appelle le paysagisme abstrait, qui était illustré à l'époque par Manessier, par Jean Lemoyle, par Berthold, par Bazaine, ici, dont je vous montre ici, d'ailleurs, un très beau tableau. Ça n'a rien à voir non plus, si vous voulez, avec ce qu'on appelle l'abstraction gestuelle, le tachisme de Mathieu, de Vols, de Soulages, bien sûr, de Hartung, comme vous en avez un exemple sous les yeux. Ce que fait Aurélie Nemours, voilà. Hein, voilà, dès ici 1959, il y a encore des choses qui précèdent ce tableau que je vous montre ici, mais vous voyez bien que quel est le rapport avec Devanne? Il n'y en a pas. Quel est le rapport avec Herbin? D'ailleurs, il n'y en a plus. Quel est le rapport avec Magnelli, qui était aussi une des grandes figures de cette époque-là? Il n'y en a pas. Quel est le rapport avec Domela, qui joue un rôle très très important aussi à ce moment-là? Il n'y en a pas. Et donc, sans faire d'anachronisme, sans rappeler donc, toutes sortes de choses qui n'ont pas lieu d'être, si vous voulez, en 1950, mais on ne peut pas qualifier ce tableau autrement que d'art minimaliste. De quoi s'agit-il? D'un fond blanc sur un châssis rectangulaire vertical, et puis donc sur ce fond blanc, à un certain endroit, même pas un carré, un rectangle si vous voulez, un rectangle dont Aurélie Nemours disait que c'était le résultat ici du croisement d'une horizontale et d'une verticale. Donc une horizontale un peu plus large
une verticale un peu plus étroite, et ça donne ce rectangle qui est situé très précisément, ici en appui sur ordonnée, donc sur la surface de ce tableau. On ne peut pas trouver plus de réduction, en quelque sorte, n'est-ce pas, à l'essentiel qu'un tableau comme celui-ci. Donc nous sommes là en 1959 et le tableau a été en fait précédé de toutes sortes d'études extraordinaires, n'est-ce pas, qu'Aurélie de Moore a faites dès le début des années 50, et d'une façon en plus complètement inattendue, presque paradoxale, dans la mesure où on se dit, où on dit que l'abstraction géométrique, vous savez, c'est des surfaces planes, que c'est donc très bien dessiné, que c'est peint avec exactitude, que c'est précis, qu'il n'y a pas de matière, qu'on essaie d'effacer la main de l'artiste pour pas trahir en quelque sorte une certaine sensibilité, etc., etc. Donc c'est vrai tout ça, hein. Et en plus donc les Américains en ont fait leur évangile de ces remarques, de ces principes. Eh bien, Aurélie de Moore, n'est-ce pas, adhère à naturellement l'ensemble de ces recommandations. Et puis qu'est-ce qu'elle fait dans les années 50? Des pastels. On ne peut pas imaginer, si vous voulez, technique plus opposée à l'abstraction géométrique que le pastel. Dans la mesure où le pastel, ben, comme vous savez, c'est gras, c'est pas sec, il n'est pas sec, mais c'est gras, si vous voulez, ça ne permet pas de faire des traits vraiment très précis, ça ne permet pas d'avoir des surfaces unies, enfin, etc., etc. Et donc Aurélie de Moore a vaincu, en quelque sorte, tous ces inconvénients, si vous voulez, toutes ces difficultés à faire exister le pastel pour que, justement, elle réalise, comme vous le voyez dans l'œuvre que vous avez sous les yeux, un fond ici uniforme, en même temps avec une certaine matière, avec une certaine sensibilité, et puis une composition ici dont, je ne sais pas ce que vous pouvez en penser, mais dont moi je ne connais pas d'équivalent en 1950. Chercher chez les Américains. Bon, c'est pas la peine de chercher chez les Américains. Si vous voulez, l'Amérique en 1950, ça n'existe pas. Si vous regardez Ad Reinhardt, c'est même pas le niveau du 10e sous-fifre, si vous voulez, du Salon de réalité nouvelle en 1950. Vous voyez ce que je veux dire, hein? J'aime beaucoup Ad Reinhardt, bien sûr. Mais Ad Reinhardt, il met un certain temps quand même à démarrer. Moi, je ne connais pas d'équivalent. En 1950, dans l'art français bien sûr, mais même dans l'art international, d'une œuvre comme celle-là, et en plus donc faite avec cette technique du pastel. Technique œuvres, si vous voulez, qu'elle en pastel et qu'elle expose, qui sont montrées, qui sont des œuvres signées, terminées, qui ne sont pas des esquisses. Alors voilà un exemple, si vous voulez, de travail tout à fait extraordinaire. Et puis en voilà un autre. Je pris cet exemple ici qui date de 1962. C'est pas du tout pour vous rappeler éventuellement un artiste qui ferait des grandes compositions monochromes avec des lignes de temps en temps sur un support, c'est pas du tout ça, mais quand même, c'est quand même ça aussi. On a ici, dans les années 50, c'est pas Aurélie de Moore qui va peindre un tableau tout noir, avec simplement une ligne blanche au milieu, parfois la ligne elle est un peu décalée, elle est ailleurs, etc. Et avec l'idée que cette réduction du langage est naturellement là pour dire le plus, en quelque sorte. C'est l'assise mort, c'est le moins d'éléments possibles, le moins de signes possibles pour exprimer l'essentiel. Et donc, on a effectivement affaire ici à quelque chose de complètement inédit. Tout ça, donc, dans les années 1950. Alors justement, le catalogue raisonné, si vous voulez, permet de bien comprendre cette évolution de l'artiste, dans la mesure où l'ensemble de la production, évidemment, est ainsi mis à jour, avec non pas toutes les recherches, si vous voulez, mais avec parfois des directions qui ne donnent rien ou des choses qui sont exploitées différemment par l'artiste. Et nous commençons dans le catalogue raisonné bien sûr avec des œuvres figuratives qui témoignent de la connaissance parfaite d'Aurélie de Moore, si vous voulez, à la fois du langage pictural traditionnel, si vous voulez, mais aussi bien sûr de sa parfaite connaissance de la peinture
figuratives de l'époque, de celles de Jacques Villon notamment, qui l'a beaucoup marqué, hein, et de tous les artistes, si vous voulez, type Pignon, Estève, Bonnard, bien entendu, qui en réalité ont influencé profondément, si vous voulez, les jeunes, ce qu'on appelait les jeunes peintres de tradition française, puisqu'il y a eu une exposition qui s'est appelée comme ça pendant l'occupation. Alors, donc moi je commence, si vous voulez, avec certaines de ces premières œuvres abstraites de la fin des années 40, du début des années 50, comme par exemple ici ce très très beau tableau qui s'appelle Viking, peu importe le titre d'ailleurs, mais dont on voit aussi que avant qu'elle ne soit, si vous voulez, peintre abstrait, géométrique, uniquement travaillant avec des orthogonales, des angles droits, des carrés, des formes géométriques extrêmement simples, elle avait déjà, si vous voulez, un style tout à fait particulier qu'elle exposait au Salon de la Vérité Nouvelle et qu'il a d'ailleurs fait remarquer par Herbin. Et ce qui est très intéressant, n'est-ce pas, c'est de voir que, par exemple, un tableau comme celui-ci, avec cette composition très particulière, n'est-ce pas, avec ses formes éclatées, avec ce jeu sur les diagonales, sur les contrastes de formes, il est aussi très très intéressant parce qu'il est très granuleux, n'est-ce pas ? Il y a tout un travail sur la surface, sur la matière, hein, qui montre bien que Aurélie Nemours s'est toujours intéressée en réalité au corps de la peinture. Elle fait ce qu'il faut, si vous voulez, pour effacer en quelque sorte la main. On voit que la main en réalité est toujours présente, n'est-ce pas, dans la technique, dans la facture dont Aurélie Nemours fait preuve pour réaliser ces tableaux. Je leur montrerai quelques exemples tout à l'heure. Et le début, si vous voulez, c'est d'ailleurs très intéressant de voir les documents que Didier Schulman a sortis et a mis sur la table. Le début, c'est l'exposition qu'Aurélie Nemours a dans ce qui était en fait à l'époque l'une des plus grandes galeries d'avant-garde, n'est-ce pas, du monde. C'était la galerie Colette à Lundy, à Paris, rue de l'Assomption. C'est là où exposait Yves Klein, etc. C'est là où exposait le groupe des tachistes avec Mathieu, Brienne et compagnie, n'est-ce pas, la fameuse exposition YMWSBT. Et donc Aurélie Nemours, en 1953, est invitée par Colette à Lundy à une exposition personnelle. Nous avons les photos qui sont présentées ici sur la table lumineuse, qui viennent notamment du fonds Marc Vaux. Et Aurélie Nemours présente pour la première fois, si vous voulez, un certain nombre de tableaux fait uniquement avec une composition sans profondeur, avec des formes géométriques simples, avec un arrangement fondé uniquement sur les diagonales, sur les orthogonales, sur le croisement de la ligne droite et de la ligne verticale. Et ce tableau s'appelle encore Les Trois Personnages. Mais effectivement, donc, le rappel, si vous voulez, à la réalité, le rappel à une quelconque réalité extérieure, si vous voulez, a totalement disparu. Et ce tableau donc, est exposé au Salon de la Vérité Nouvelle, il est exposé chez Colette à Lundy. Et pour la petite anecdote, puisque c'est une photo que j'ai publiée il y a très très longtemps, on voit Aurélie Nemours dans une photo où elle montre ce tableau à quelqu'un dont le nom vous dira peut-être quelque chose, qui s'appelle Eugène Eugen Gomringer. Gomringer, c'était à l'époque, figurez-vous, le secrétaire de Max Bill. Et donc Gomringer, comme son nom l'indique, était suisse, bernois par son père, brésilien par sa mère, et c'est l'un des plus grands poètes concrets, de la poésie concrète, Gomringer. Et Gomringer, donc à ce moment-là, était le secrétaire de Max Bill à la Hochschule für Gestaltung d'Ulm. Il était à Paris et Aurélie Nemours lui présente son tableau, celui que vous avez sous les yeux sur l'écran. C'est quand même assez intéressant de voir que finalement, le monde n'est pas petit, si vous voulez, mais enfin les choses se tiennent et on voit donc effectivement, donc, à ce moment-là, déjà tous les rapports, si vous voulez, qu'Aurélie Nemours pouvait entretenir avec la scène artistique. Alors, je vous montre ici par exemple un des pastels que Aurélie Nemours réalise dans les années 50. Ici, vous le voyez, constitué simplement d'un rectangle noir placé en haut à gauche, si vous voulez, d'une bande verticale à droite qui va de haut en bas, et puis, ce qui n'est pas un fond d'ailleurs, mais d'une partie blanche qui constitue un angle. Et cette œuvre, c'est un pastel. Là aussi,
avec une réduction au minimum, n'est-ce pas, avec uniquement trois formes, hein, deux formes noires, une forme blanche formant un angle comme ça, la forme blanche n'étant pas un fond. Hein, c'est aussi fait au pastel avec la même technique que les autres parties de la composition. Et si je vous montre ce pastel, c'est parce que notamment il fait partie de la collection du Centre Pompidou et qu'il fait partie des premières œuvres qui ont été achetées par le Centre Pompidou à l'époque par Dominique Bozzo. Je suis un petit peu pour quelque chose, mais en tout cas, voilà. Dominique Bozzo avait su, effectivement, choisir comme ça, dans les choses d'Aurélie Nemours, des œuvres vraiment absolument fondamentales. Hein. Vous en avez un exemple sous les yeux. Et puis, je vous montre aussi cette œuvre qui fait partie de cette série d'Aurélie Nemours qui s'appelle Pierre angulaire, des années 60. Qui est la première œuvre, si vous voulez, qui soit entrée dans les collections du Musée national d'art moderne par une donation, hein, dans le cadre de la donation qu'avait faite à l'époque Michel Seffort et son épouse Suzanne, qui avaient donné une vingtaine d'œuvres très très importantes, si vous voulez, de leur collection au musée. Et dedans, naturellement, enfin, il y avait un tableau d'Aurélie Nemours, celui que vous avez sous les yeux. Là aussi, je ne veux pas dire que c'est un tableau minimaliste, mais effectivement, bien sûr, hein, c'est un tableau minimaliste aussi radical, si vous voulez, aussi audacieux, aussi tout ce que vous voulez, que font ou que feront les Américains par la suite. Même d'ailleurs, le format n'y joue pas grand-chose, si vous voulez. Hein. Aurélie Nemours est très souvent très très proche d'un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle John McLaughlin. Et quand on regarde les choses de John McLaughlin, si vous voulez, elles ne sont pas de format plus grand, plus important que celles d'Aurélie Nemours. Hein. Donc le format ne fait rien. C'est pas parce que c'est très grand comme certains peintres américains, si vous voulez, que c'est mieux qu'une œuvre de Calderara ou qu'une œuvre d'Aurélie Nemours. Et pour terminer, si vous voulez, cette présentation très très rapide de l'œuvre, enfin, voilà encore un exemple avec un tableau de 1961. Et donc cette grande surface rouge, que vous avez deux surfaces complémentaires en haut et en bas, etc. Et que il y a ici, si vous voulez, dans le travail de réduction, bien sûr, mais de composition, si vous voulez, sur la tension entre ces deux éléments, l'un en bas, l'autre en haut, dans ce grand champ rouge, quelque chose d'absolument unique. Hein. Aucun peintre européen ne fait ça à ce moment-là, aucun. Hein. Et puis encore une fois, donc les exemples seraient plutôt à chercher ailleurs, outre-Atlantique. Et puis, donc il y a effectivement, donc je vais passer vite maintenant sur toutes les différentes époques, les différentes manières, les différentes familles qu'Aurélie Nemours par lesquelles Aurélie Nemours est passée. C'est vrai qu'à un certain moment, par exemple, elle s'est beaucoup intéressée, comme beaucoup d'autres artistes, n'est-ce pas, au schéma, au thème du damier. Hein, donc à la grille d'abord, si vous voulez, puis ensuite à la répartition à l'intérieur d'une grille, comme ça, d'un certain nombre d'éléments pour obtenir des rythmes très particuliers. Vous en avez un exemple ici avec ce tableau qui s'appelle Assise, qui date de 1969. Alors, ce que montre bien, je crois, le travail de catalogue raisonné, puisqu'on a l'ensemble de l'œuvre, si vous voulez, c'est que Aurélie Nemours a travaillé en quelque sorte par période, hein, donc pas des décennies, mais enfin parfois une période de 5 ans, parfois des périodes beaucoup plus longues, d'ailleurs de 10 ou 15 ans, qu'elle a travaillé aussi par cycle, en s'emparant, si vous voulez, d'une idée comme ça qu'elle a mis au point au fur et à mesure et qu'elle n'a cessé en quelque sorte de développer à travers toutes sortes de variations, d'approfondissement. Alors voici un exemple avec justement une famille, si vous voulez, un cycle auquel elle s'est consacrée pendant de très très longues années, qui avait pour titre générique « Structure du silence ». Donc évidemment, on voit bien que ce n'est pas un titre à la Morellet ou un titre à la Max Bill. Hein. Structure du silence, c'est effectivement pour montrer qu'il y a plus dans la structure que simplement le fait qu'on a des horizontales et des verticales. Et que, donc il y a évidemment, comme toujours chez Aurélie Nemours, ou très souvent chez Aurélie Nemours, une part de spiritualité, si vous voulez, une part de, comme ça,
de conscience, en quelque sorte, de la représentation de ces formes qui est vraiment réelle. Alors, voilà un de ces tableaux, si vous voulez, de cette période structure ce cycle structure du silence, qui date ici de 1982, qui fait partie des collections du Fonds national d'art contemporain. Et un autre exemple, donc, c'est aussi ce cycle qu'elle a développé pendant de très très nombreuses années, qui a donné lieu en plus à toutes sortes de variations dans la gravure, avec les gouaches, avec les vinyles, etc. C'est ce cycle qu'elle a appelé rythme du millimètre. Rythme du millimètre. Donc l'idée, si vous voulez, c'est la scansion. C'est l'occupation d'une surface, ensuite la répartition des formes, et très souvent, si vous voulez, une répartition en quelque sorte régulière, monoforme, toujours le même élément répété comme ça, mis en place, comme vous le voyez aussi d'une façon très particulière sur la surface, pour créer justement un rythme, pour créer également donc, une occupation de l'espace. Et puis donc, dans la dernière partie de sa vie, Aurélie Nemours est revenue, s'est beaucoup de nouveau intéressée à la couleur, et elle a utilisé la couleur, si vous voulez, d'une façon très très particulière, avec des éléments monochromes, d'une seule couleur, qu'elle a assemblé, si vous voulez, de différentes formes, comme par exemple ici en mettant 4 juxtaposés, ce qu'on appelle des quatuors, en les mettant également en colonne, par exemple, ou en ligne, alignés sur un mur. Et ces monochromes, non pas par esprit de contradiction, c'est pourquoi elle les appelait polychromes. L'idée, c'était que les couleurs devaient jouer les unes avec les autres, créer aussi à travers des ensembles, si vous voulez, toute une modulation qui occupait l'espace et qui était génératrice de rythme. Alors, voilà un exemple justement de ces lignes qu'Aurélie Nemours installait. Il y en a d'ailleurs un très bel exemple qui appartient aux collections du Centre Pompidou, qui a été d'ailleurs acheté juste après la mort d'Aurélie Nemours par la Scalaire Foundation, donc de Madame Boissonnas. Et donc ce type de forme, si vous voulez, très particulière, illustre bien, si vous voulez, quelles étaient les préoccupations d'Aurélie Nemours. C'est-à-dire que ces tableaux sont des tableaux rectangulaires ou carrés, si vous voulez, qui sont sur le mur, mais ils sont là pour prendre possession du mur, n'est-ce pas, pour occuper l'espace. Et donc, à un certain moment, si vous voulez, en quelque sorte, elle est sortie du carré. Elle est sortie du tableau de chevalet, si vous voulez, même si parfois ils étaient de grand format, pour justement les disposer comme ça dans l'espace. Par exemple, ici, vous le voyez, de telle sorte que la ligne occupe 3 côtés de la pièce, 3 côtés de la salle, n'est-ce pas? Parfois aussi en les mettant sur des angles rentrants. Donc l'œuvre commence sur un mur, elle tourne sur l'autre et elle se poursuit. Et donc c'est quelque chose, si vous voulez, qui témoigne non pas d'une préoccupation architecturale, mais en tout cas d'une volonté, si vous voulez, d'inscrire des rythmes dans l'espace. Et donc, à la fin, elle s'est intéressée notamment au hasard, à l'utilisation des grands nombres, dans des formules, si vous voulez, qui n'appartiennent qu'à elle, mais qui montrent justement le travail très très important qu'elle a effectué justement pour arriver à mettre au point ces compositions. Vous avez justement ici une feuille préparatoire, si vous voulez, d'un de ses travaux sur le nombre et hasard, auquel elle s'est consacrée beaucoup à la fin de sa vie. Et puis enfin, donc, dans ce catalogue raisonné, nous montrons notamment les 2 seules commandes publiques, avec la tapisserie, les 2 seules commandes publiques qu'elle a eues. D'une part, les vitraux du prieuré de Salagon, auquel une personne qui est ici présente, qui pourra en parler beaucoup mieux que moi, doit beaucoup, c'est François Châtel, et qui s'est beaucoup occupé justement de cette commande publique à Salagon. Et qui est assez intéressant, si vous voulez, c'est que cette réalisation, en fait, n'est-ce pas, c'est amusant, elle est exactement contemporaine des vitraux de Soulages à Conques. Et puis quand on regarde bien, naturellement, c'est la même chose. Et puis naturellement, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Soulages, c'est des vitraux blancs, avec une matière, si vous voulez.
des vitraux blancs en plus dans une abbaye bénédictine, je ne sais pas si c'est bien approprié, mais enfin, en tout cas les vitraux sont magnifiques. En tout cas, donc, ce sont des vitraux avec une certaine qualité, si vous voulez, une certaine forme, une certaine matière, tandis que Aurélie Nemours, ce sont des vitraux tout rouges, avec un... J'oublie un peu le nom du produit qui est fait pour obtenir cette coloration qui lui a demandé beaucoup de travail avec l'atelier Duchemin, je crois, c'est ça. On n'imagine pas que un peintre abstrait géométrique, si vous voulez, aussi rigoureux qu'Aurélie Nemours ou François Morellet, finalement, l'une de ses préoccupations finalement essentielles, ce soit la lumière. Et donc il y a beaucoup de tableaux d'Aurélie Nemours qui sont consacrés à ce sujet proprement dit. C'est-à-dire que quand vous voyez toutes ces œuvres, que ce soit donc des damiers, que ce soit des grilles, que ce soit des angles, que ce soit des carrés concentriques, etc., qui sont faits de couleurs extrêmement pâles, avec des valeurs très rapprochées les unes des autres, avec des jaunes qui tirent au blanc, si vous voulez, au blanc pur, mais au blanc lumineux. On n'imagine pas que, en fait, ce que cherche à faire Aurélie Nemours, c'est un travail sur justement la lumière et même sur la clarté pour aller jusqu'à l'éblouissement. Ce qu'elle fait à un certain moment, c'est très turnerien, n'est-ce pas ? C'est vous regardez le soleil et quand vous regardez le soleil, vous êtes ébloui. Eh bien, Aurélie Nemours, il y a ça en grande partie dans son travail. Ce qui fait qu'effectivement, on peut rapprocher aussi ce qu'elle a fait, par exemple, d'un grand artiste comme Calderara, par exemple, très peu connu en France, mais peu importe. Et donc, ce travail de Calderara, si vous voulez, c'est aussi abstrait, géométrique, etc., réduction totale des formes. En réalité, c'est la lumière. Ce qui l'intéresse, c'est la lumière. Et donc, vous avez une partie de l'œuvre d'Aurélie Nemours qui, si vous voulez, illustre en quelque sorte cette préoccupation qui a été fondamentale pour elle. Et donc, on peut dire que les vitraux de Salagon, c'est presque une conclusion, si vous voulez, de cette partie de l'œuvre de cet artiste. Et pour terminer, donc, il y a la grande commande publique que la ville de Rennes lui a passée à la fin de sa vie, cet alignement du XXIe siècle auquel nous sommes un certain nombre à avoir collaboré. Et c'est très amusant de voir que Didier Schulman a sorti dans les boîtes d'archives d'Aurélie Nemours justement des pierres qui étaient les modèles que nous lui avons rapportés des carrières de Bretagne pour qu'elle puisse justement voir les différents matériaux et les finitions qui étaient apportées donc à cet alignement de colonnes mégalithiques, si vous voulez, qu'elle a voulu installer donc à Rennes, et qu'elle malheureusement elle n'a pas vu puisqu'elle est décédée un an avant que l'œuvre ne soit terminée. Alors voilà donc ce travail, si vous voulez, tout à fait complet, puisqu'en plus donc il court sur plus de 70 ans, n'est-ce pas, complet d'Aurélie Nemours, avec un début, bien sûr une période de développement très importante, une fin, avec des conclusions aussi, on ne peut pas dire que c'est une œuvre inachevée. Elle est vraiment achevée et est allée jusqu'au bout, en quelque sorte, de tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle a voulu faire, tout ce qu'elle a voulu dire. Et donc, c'est ce qu'elle nous a légué, en quelque sorte, qui nous a permis, donc à sa demande, de réaliser ce catalogue. Alors, je veux dire que c'est évidemment en s'appuyant, si vous voulez, sur le travail d'Émile de Montaudoin que nous avons constitué ce catalogue. Mais en réalité, moi-même, n'est-ce pas, j'avais déjà fait faire aussi avant un catalogue raisonné de son œuvre par un de mes élèves de l'université de Dijon, n'est-ce pas, qui s'appelle Christian Livreau. Ce catalogue, si vous voulez, il a été fait à l'époque, je ne veux pas dire davantage, mais beaucoup plus, de façon encore beaucoup plus suivie, si vous voulez, par cet étudiant, puisque ce catalogue a été fait directement avec Aurélie Nemours, si vous voulez. Toutes les œuvres qui sont dans le catalogue de Livreau, à l'époque où il l'a fait, je crois que c'était en 1986, eh bien, sont des œuvres qui étaient dans l'atelier où Aurélie Nemours savait où elles étaient. Et toutes ces œuvres, si vous voulez, elles ont été sorties les unes après les autres, des rayonnages, des racks du rangement de l'atelier, photographiées par Christian Livreau, et donc pour certaines œuvres, pour l'instant non retrouvées.
On sait qu'elles existent, elles ont été répertoriées, fichées, etc., etc. Mais il n'existe que la photo qu'a faite Christian Livreau avec la notice, qui a ensuite été reprise, bien sûr, par Hélène Montaudoin. Et donc, à partir de là, si vous voulez, avec Marie Lemoine, qui est ici présente, eh bien, nous avons repris tout cela pour, en quelque sorte, le mettre à jour. Il fallait, le travail d'Hélène Montaudoin était déjà ancien, si vous voulez. Il fallait le mettre à jour, il fallait le compléter. Il fallait retrouver aussi un certain nombre de choses que nous savions exister et reconstituer aussi, d'ailleurs, des ensembles. Ce qui est tout à fait étonnant, si vous voulez, c'est qu'Aurélie Nemours aussi s'est beaucoup intéressée à la fois au format, bien entendu, même si c'est la plupart du temps des carrés. Non, oui, mais non, ce sont des carrés, mais très souvent, ce sont des diptyques. Très souvent, ce sont des triptyques. Et ça, dès le début, on a des triptyques d'Aurélie Nemours dans les années 50. Et donc, pour toutes sortes de raisons, y compris d'ailleurs à la fin de sa vie, eh bien, ces triptyques, ces diptyques, parfois ont été démembrés. Les œuvres ont été séparées. Une a été vendue à un endroit, l'autre a été vendue à un autre endroit. Moi-même, quand j'avais fait une grande exposition consacrée à Aurélie Nemours au musée de Grenoble, celui qui s'appelait Histoire de blanc et noir, d'ailleurs le catalogue est sur les tables ici, j'avais reconstitué un triptyque qui avait été justement démembré, un triptyque magnifique qui s'appelle Le Jour, et en fait qui est constitué d'un positif et d'un négatif. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Et une fois de plus, bien sûr, c'est la structure, une fois de plus, c'est l'espace, une fois de plus, c'est le rythme. Oui, mais ça s'appelle le jour, et donc c'est une question aussi d'obscurité, de clarté, de lumière. Et donc, ce triptyque, si vous voulez, eh bien, j'en avais retrouvé les deux éléments, ce diptyque, pardon, les deux éléments, dans deux galeries italiennes, que je connaissais, si vous voulez, mais enfin qui ne savaient pas que les deux œuvres allaient ensemble. Alors, je reconstitue le diptyque, je l'expose, je rends les deux tableaux aux deux propriétaires, et de nouveau, le diptyque a été séparé, et en plus, maintenant, je ne sais pas où sont les tableaux. Voilà. Alors, donc, si vous voulez, c'est un énorme travail de récollement, bien entendu, et ensuite de recherche, si vous voulez, pour reconstituer justement les ensembles, n'est-ce pas, mettre les tableaux les uns avec les autres, reconstituer les familles, et puis, donc, en quelque sorte, classer l'ensemble du travail de telle sorte qu'ils prennent tout son sens. Et donc, à partir de là, si vous voulez, eh bien, donc on a pu avoir une vision, en quelque sorte, au supérieur de l'ensemble de ce travail, et donc, effectivement, mettre en valeur un certain nombre de périodes, et puis à l'intérieur de ces périodes, évidemment, quelques-uns des tableaux absolument magnifiques, si vous voulez, que Aurélie Nemours a réalisés. Il reste bien sûr des inconnus, notamment, par exemple, la première exposition qu'Aurélie Nemours avait faite à Londres dans les années 60, au Druyan Galleries, avec des tableaux qui ont été des gouaches aussi qui ont été présentés. Et puis donc on ne sait pas très bien, on a des listes bien sûr, mais on ne sait pas très bien finalement quels étaient tous les tableaux qui étaient exposés. Et puis d'un seul coup, vous pouvez l'imaginer, ressortent en vente publique quelqu'un qui avait acheté justement un triptyque d'Aurélie Nemours en 1960 à Londres. Et donc ce triptyque, vous l'avez en couleur, bien sûr en pleine page, dans le livre, puisqu'en plus je me suis occupé de le faire restaurer. Et puis d'autre part, si vous voulez, effectivement, donc, un des grands marchands italiens qui s'était intéressé à Aurélie Nemours et à un certain nombre d'autres artistes français à Paris dans les années 60, qui s'appelle Lorenzelli, la galerie existe toujours d'ailleurs, la galerie Lorenzelli avait été venue dans l'atelier d'Aurélie Nemours, avait emporté je ne sais pas combien, une vingtaine de tableaux de l'atelier, et nous n'avons jamais pu savoir, encore aujourd'hui, n'est-ce pas, ce que Lorenzelli en fait a emporté et ce qu'il a fait de ces tableaux. Alors de temps en temps, on en va sortir dans une galerie ou dans une vente, si vous voulez, mais voilà, c'est ce type de problème, si vous voulez, qui fait que, par exemple, constituer un catalogue comme celui-là, c'est évidemment aussi particulièrement long, difficile, bien entendu, avec toutes sortes d'inconnus, parfois qu'on n'arrive pas à lever, dans la mesure où Aurélie Nemours n'a pas tenu, si vous voulez, de livre de raison.
Hein. Elle n'a pas fait un compte de tous les tableaux qu'elle faisait au fur et à mesure, puis ensuite qu'éventuellement elle exposait ou qu'elle faisait sortir pour qu'ils soient vendus dans des galeries ou à des collectionneurs. Donc c'est un énorme travail à réaliser. Je dis simplement par exemple que je ne sais pas comment a été fait le catalogue raisonné de Barnett Newman ou le catalogue raisonné de Fruitrum qui vient de sortir d'ailleurs. Mais par exemple, si on devait faire le catalogue raisonné de François Morellet, ce que je ne ferai pas d'ailleurs, pour toutes sortes de raisons, c'est assez facile à faire parce que justement Morellet a toujours tenu un compte strict, exact, si vous voulez, de toutes ses œuvres. Hein. Donc à chaque heure, il y a une fiche. Et à chaque fiche, il y a l'historique complet de l'œuvre depuis le moment où elle a été faite, ensuite à toutes les expositions, toute la bibliographie, tout est frais. Hein. Henri de Moore, c'était pas du tout ça. Hein, c'est pas du tout ça. Et par exemple, dans certains cas, on sait qu'une dizaine de tableaux, même encore à la fin de sa vie, si vous voulez, sont sortis de l'atelier pour être exposés chez un marchand. Et en réalité, on ne sait pas exactement, si vous voulez, de quelles œuvres il s'agit. On n'a pas de documents, on n'a pas les photos, et on ne sait pas ce que le marchand a eu, et on ne sait pas ce qu'il a vendu. Donc évidemment, c'est parfois un tout petit peu problématique, si vous voulez, d'arriver, non pas à des conclusions, mais à cerner les choses. Voilà. Alors pour terminer, si vous voulez, ce catalogue, c'est pas seulement un catalogue, c'est toute une étude de l'œuvre qui a été faite par d'ailleurs Evelyne de Montaudoin dans un texte tout à fait remarquable, avec une introduction assez développée que j'ai moi-même faite, et puis avec un certain nombre de documents, si vous voulez, qui accompagnent justement tout cet itinéraire artistique qui se termine dans le catalogue, si vous voulez, avec une bibliographie, naturellement, une liste des expositions, etc., qu'on espère la plus complète, la plus exhaustive possible, avec le moins de fautes possible, tellement nous avons relu et complété ces pages. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir en vous remerciant de votre attention, et puis donc, d'autre part, en vous disant que, naturellement, je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien poser. Merci.